Yorana, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous nous entendez. C'est pas mal, oui, on entend bien. Moi, j'entends bien des marquises. Merci. Ferme son micro, par contre. Marilou. On attend juste 1 ou 2 minutes au cas où nous aurions encore quelques professeurs qui nous rejoignent. Afin que ça soit le plus simple possible et le plus fluide, il faudrait que vous puissiez couper vos micros. Et dès lors que vous souhaitez prendre la parole, tout en haut dans le bandeau, il y a la petite main et n'hésitez pas à la lever. On va prendre le temps de nous présenter. Donc, je suis accompagnée par Werani. Donc, elle est ma collaboratrice ici au département de l'orientation et de l'insertion. Et moi-même, Nathalie Novelli, je suis chef du département de l'orientation et de l'insertion. Je vous remercie de nous avoir rejoints. C'est donc la seconde étape de Parcoursup. On a déjà mené une première viso il y a quelques semaines et c'était l'étape 1. C'était le moment où les élèves complétaient leur dossier. Et aujourd'hui, on va donc parler de cette étape 2 qui est souvent aussi très angoissante pour nous tous. Comment remplir le dossier, comment on traite, etc. Et il y aura une troisième étape, c'est l'étape 3 qu'on va réaliser donc le 2 juin, juste le lendemain des premiers résultats donc, de proposition d'admission. Donc, sans plus tarder, je vais laisser Mouerani vous présenter justement cette étape 2. Je tenais juste à vous informer qu'on enregistre justement cette intervention pour qu'on puisse par la suite la réutiliser et vous la communiquer. Voilà. Oui, c'est à toi. C'est à moi. Bonjour à tous. Donc, on est, comme Nathalie l'a dit, on va entamer la deuxième partie de cette formation Parcoursup. Vous avez eu déjà normalement dans le mail le programme, l'ordre du jour de cette réunion. Donc, on va déjà faire un petit bilan d'étape sur ce qui a été fait, que ce soit par vous, par les élèves, par les chefs d'établissement. Le calendrier du côté de l'établissement, que ce soit du côté enseignants, professeurs principaux, professeurs référents et chefs d'établissement. On va faire un petit zoom sur la fiche à venir pour vous réexpliquer ou expliquer pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est, à quoi ça sert et qu'est-ce qu'on attend d'une fiche à venir. Et un petit aparté également sur l'examen des vœux pour que vous puissiez comprendre quand vous êtes établissement d'origine et pas établissement d'accueil, comment se fait la sélection sur les formations au sein des établissements, au travers de Parcoursup évidemment. Alors, le petit bilan d'étape, alors vous le savez, tous vos élèves ont terminé normalement de saisir leurs vœux le 9 mars, la date limite. C'est bon, tu arrives à accepter moi, je ne les vois plus là. Donc, tous les élèves ont saisi leurs vœux. Il y a encore des retardataires. Alors, sachez qu'on peut encore, selon les situations, accorder un délai supplémentaire pour la saisie des vœux. Pour qu'ils puissent ce délai de 24 heures, il faut qu'ils nous contactent via la rubrique Contact de leur compte Parcoursup. C'est plus difficile pour nous d'accorder ce délai via téléphone ou autre parce qu'il y a une sécurité sur les dossiers, donc c'est très important qu'ils puissent passer par la rubrique Contact. Donc, si vous avez des élèves qui ont eu un problème de connexion, des soucis familiaux, etc., n'hésitez pas à leur dire qu'on peut encore, jusqu'à la fin du mois, grand maximum, accorder un délai de 24 heures. Mis à part ça, donc, on parle de ceux qui ont déjà saisi tous les vœux qu'ils souhaitent faire. Ils ont jusqu'au 6 avril pour constituer leur dossier et valider les vœux. Là, on n'était vraiment que dans l'étape. Alors, est-ce que vous pouvez fermer vos micros, s'il vous plaît, parce que ça résonne. Je ne sais pas qui a le micro encore d'ouvert, mais c'est très désagréable, je pense, pour tout le monde. Merci, c'est gentil. Merci beaucoup. Donc, la validation des vœux jusqu'au 6 avril, 13 h, heure de Tahiti.
Est-ce que ça va pour le moment? Donc, ils doivent. Alors, moi, je vous conseille de dire à vos élèves de ne pas attendre le 6 avril. Parce que tous les ans, et ça c'est confirmé tous les ans, la plateforme sature le dernier jour. Parce que nous, on est en décalage. Donc, c'est le soir pour les élèves de métropole, pour les 1,5 million candidats autres que la Polynésie. Et généralement, tout le monde se précipite au dernier moment pour vérifier que ça a bien été validé ou pas. Donc, vous pouvez dire à vos élèves jusqu'au 5, comme ça vous êtes sûr que s'il y a des retardataires, il reste encore 12 heures. Hein, donc faites bien. Alors je suis même en train de me dire qu'il faut que je vérifie, c'est même pas 13 heures. Je modifie, c'est midi parce qu'on est passé en heure d'été. C'est fin mars qu'on passe en heure d'été, donc c'est pas 13 heures, c'est midi. 11h59 exactement. Donc petite modif, là je viens de réaliser, qui n'attendent pas la dernière minute. Donc, j'ai été trop vite, pardon. Côté lycée, alors, ce qui reste à faire, pour vous, côté lycée comme côté élève, alors, au niveau des... Est-ce que vous le voyez, le partage d'écran? Parce que moi, je n'ai pas grand-chose là qui s'affiche. Est-ce que c'est ouvert ou est-ce qu'il y a du contenu? Oui, on nous répond que oui. Oui, c'est bon. Ah voilà, on doit avoir un décalage, nous, parce que ça ne s'affichait pas. Donc, côté lycée, le travail qui reste, entre guillemets, à faire, c'est la remontée des bulletins du deuxième trimestre pour ceux qui ont déjà fait la remontée du premier trimestre, voire des 2 trimestres, ou du premier semestre pour les établissements en semestre. La saisie ou la remontée des éléments de la fiche à venir, je ne rentre pas tout de suite dans les détails parce que je vais en parler un peu après. Et la saisie des avis chefs d'établissement et professeurs principaux. Lors de la première séance, entre-temps, on a eu un mail, vous aviez la possibilité, et là je m'adresse aux professeurs principaux et professeurs référents, de saisir depuis déjà février les éléments transversaux de la fiche à venir. Là aussi, on verra ça en détail dans une diapo qui va suivre. Côté élèves, et c'est là où peut-être on a besoin de votre vigilance, les élèves, pour pouvoir valider leurs vœux, doivent impérativement saisir leur projet de formation motivé dans le dossier. De toute façon, s'il n'y a pas de projet de formation motivé, ils ne pourront pas valider leurs vœux. De la même manière que si les bulletins ne sont pas remontés ou complétés quand sur les années précédentes, ils n'étaient pas dans votre établissement, par exemple, ils ne pourront pas valider leur dossier. La saisie de la préférence. Alors, j'ai mis préférence parce que c'est un nom un peu plus long. Ça aussi, souvent, les élèves ne voient pas qu'en haut, il y a préférence du projet. Ils doivent écrire quelques lignes. Ce n'est pas une lettre de motivation, ce n'est pas un projet de formation motivé, mais indiquer parmi toutes les formations qu'ils ont demandées, laquelle ou pour lesquelles ils ont une préférence. Ça, cette partie-là n'est pas visible des formations d'accueil et des établissements d'accueil. Elle ne sert qu'à nous, quand on va traiter en KES les élèves qui n'ont pas eu de proposition d'admission, qui ont eu des refus un peu partout. Ça nous permet de savoir si l'élève a une préférence pour un BTS, pour une licence ou pour une autre formation. Donc, il ne faut pas qu'ils aient peur de saisir cette information. Ce n'est pas un classement, ça ne va pas venir biaiser le classement au niveau des établissements d'accueil parce qu'ils ne sont pas au courant. C'est vraiment le SIO, là pour nous, c'est l'ADG2E, nous, le DOI, qui avons accès à cette information-là et nous, on ne peut rien en faire pour le moment puisque de toute façon, ce sera pour la KES. Les élèves doivent également vérifier leur bulletin et pas attendre la dernière minute pour signaler à l'établissement qu'il manque une appréciation, qu'il manque une note ou qu'il manque un bulletin entier de l'année précédente, etc. Il faut vraiment là qu'ils le vérifient, ils peuvent même vérifier le contenu. Là, il y a 2-3 jours, une jeune fille m'a envoyé son bulletin pour que je modifie une appréciation qui n'était pas remontée, qui n'était pas correcte. En fait, il y a eu une saisie manuelle de l'établissement et ils ont confondu l'appréciation d'espagnol avec l'appréciation de PS. Donc, ce n'était pas cohérent, mais la jeune fille nous l'a signalé, nous l'a prouvé. Donc, faites ça aussi, si vous pouvez, avec vos élèves, au moins vous assurer que tout soit complet de leur côté. Et surtout, avant le 6 avril, appuyez sur le bouton « Valider ». Parce qu'il ne suffit pas de remplir, il faut à un moment valider. Et faire une double vérification, ça c'est très important et particulièrement pour les élèves, et j'en avais parlé aussi lors de la première séance, qui saisissent leur dossier, parce qu'ils n'ont pas le choix, sur leur téléphone portable ou leur tablette.
tous les ans, on se retrouve avec une dizaine de jeunes qui nous contactent en disant « Je ne comprends pas, j'ai validé mes vœux, mais 15 jours après, se rendent compte que les vœux n'ont pas été validés et donc ne sont pas traités par les établissements. » La connexion via téléphone, chez nous, c'est parfois un peu compliqué. Ils cliquent valider, tout de suite ils se déconnectent, ils ne vont pas vérifier et parfois cette validation n'est pas prise en compte à cause de la connexion Internet. Donc c'est très important qu'ils puissent le lendemain se reconnecter sur un autre support, un ordinateur, une tablette, peu importe, et vérifier que leurs vœux ont bien été validés. Parce que nous, on voit les traces dans tous les dossiers, on sait exactement ce que chaque élève a fait dans son dossier, à quelle heure, quel jour, de quelle manière, sur quel support, etc. Et la plupart du temps, les élèves qui nous disent « mais si j'ai validé », nous, ça s'arrête à saisie des vœux parce qu'il n'y a pas eu de validation derrière. Parce que si ça bloque pour un gamin parce qu'il y a un bug, entre guillemets, dans l'application, ça bloque pour 1,5 million. Hein, ce n'est pas des blocages qui sont individuels. Donc là, c'est très, très important. On pourra rattraper des élèves qui ont eu des problèmes de connexion, qui n'ont pas pu, de la même manière que l'on peut, on peut rattraper les élèves qui n'ont pas pu saisir leurs vœux, mais ce n'est pas illimité. C'est-à-dire que si on nous sollicite 3 semaines après le 6 avril, on ne pourra pas les rattraper. Ils seront obligés d'attendre la procédure complémentaire. Donc voilà là ce qui reste à faire globalement sur, de votre côté en tant qu'établissement et également côté élève. Je n'ai pas été dans le bon sens, excusez-moi. Alors là, je vais passer sur la partie calendrier côté établissement, un peu plus en détail par rapport au petit diaporama. Est-ce que vous le voyez toujours? Parce que moi, je suis toujours sur la page d'avant. Est-ce que vous voyez? Est-ce que ça a changé ou pas de diapo? Oui, c'est bon? Ok, super. Sinon, moi, je suis encore de l'autre côté. Alors, au niveau des établissements, le plus important là, à l'heure actuelle, c'est la remontée des bulletins scolaires avant le 31 mars midi. On sera déjà passé en heure d'été. C'est le week-end du 27, 27 ou 28, l'heure d'été. Oui. Donc là, je suis sur le bon horaire, le 31 mars midi. Là aussi, n'attendez pas, vous, de votre côté, le dernier moment, parce qu'il y a toujours des bugs, des oublis, des choses qui bloquent, qui ne remontent pas, la DNL, l'appréciation de l'EPS, etc. Et si c'est fait au dernier moment, vous allez galérer, stresser et il peut y avoir beaucoup de choses à faire. Donc, une fois que tout est remonté, de toute façon, vous voyez le tableau de bord, hein, il faut bien vérifier que tous les bulletins soient complets. Saisir manuellement les années antérieures si besoin, quand il y a eu des changements ou des retours en formation initiale et tout. Si c'est trop pour vous, on peut, nous, de notre côté, accorder une saisie manuelle pour ces bulletins aux élèves. Par contre, on compte sur vous pour faire une vérification, pour certifier en fait que les bulletins saisis sont bien les bons et qu'il n'y a pas eu d'invention. Même si je pense que les élèves ne le font pas, mais on ne sait jamais. Et surtout, n'oubliez pas de nous contacter si vous avez un problème. N'oubliez pas, ça je l'ai expliqué, alors je ne sais pas si j'ai des chefs d'établissement, je crois que on en a quelques-uns. La remontée des bulletins scolaires pour l'année de terminale doit obligatoirement se faire par évidemment le logiciel de notes et il n'est pas possible, il est impossible de modifier les bulletins sur Parcoursup de l'année de terminale. S'il manque quelque chose ou s'il y a des erreurs, il faut refaire une importation du logiciel de notes. Donc, même nous, on ne peut pas vous laisser la main, on n'a même pas la main, on n'a rien du tout pour modifier les bulletins de terminale. Vous pouvez modifier les bulletins de première ou les bulletins de terminale d'un élève qui a redoublé, mais pas le bulletin de cette année. Et les années qui vont arriver, ce sera la même chose, c'est-à-dire qu'à terme, on ne pourra plus du tout modifier les bulletins scolaires, que ce soit de première ou de terminale. Donc, les remontées, mais ça, on verra au mois de juin pour les remontées de première. Alors, la fiche à venir, ça va venir après la remontée des bulletins. C'est-à-dire que les administrateurs, souvent les chefs d'établissement ou la personne à qui on a donné délégation, va devoir initialiser la fiche à venir. Une seule et unique condition impérative pour la fiche à venir, c'est que toutes les notes doivent être remontées. Si dans votre panneau de tableau de bord, vous ne voyez pas que du vert, vous voyez du rouge ou du orange, la fiche à venir ne pourra pas être initialisée. C'est-à-dire vous ne pourrez pas ouvrir
à vos enseignants, ouvrir la possibilité en tout cas de faire apparaître la fiche à venir. Donc, comme je vous ai dit, le logiciel de notes qui remonte, chose qui est importante, et ça peut vous arranger, je parle aussi pour les enseignants, depuis déjà l'année dernière, mais là, cette année, ça s'est généralisé. Si vous avez tous Pronote ou dans le privé Charlemagne, qui sont les deux logiciels, entre autres, certifiés pour Parcoursup, vous pouvez saisir la fiche à venir dans le logiciel de notes, l'appréciation fiche à venir dans le logiciel de notes, ce qui fait que tout remonte également avec les bulletins. Ce qui fait que les enseignants n'ont pas besoin de se connecter à Parcoursup pour saisir la fiche à venir. Si vos enseignants ne le font pas, pour X raisons, ce qui va être remonté automatiquement dans Parcoursup au niveau de la fiche à venir, c'est une association des deux appréciations des deux premiers bulletins, c'est-à-dire l'appréciation du premier trimestre plus l'appréciation du deuxième trimestre vont être concaténés, vont être mis dans les éléments de la fiche à venir. Ce qui n'est pas l'idéal, parce que ce n'est pas l'objectif de la fiche à venir d'avoir un copier-coller des bulletins scolaires. Mais ça, on reviendra dessus après sur à quoi sert la fiche à venir. Mais pour pas qu'elle soit vide, Parcoursup va faire remonter, si vous ne remplissez pas à partir de votre logiciel de notes, va faire remonter donc les appréciations bulletins. Appréciations bulletins que vous pourrez modifier sur la fiche à venir, je parle. C'est-à-dire que si c'est les deux appréciations des deux trimestres ou du semestre dans la fiche à venir, l'enseignant peut modifier son appréciation et mettre autre chose. Et je vais revenir dessus. Donc, les professeurs principaux et professeurs référents doivent saisir les éléments transversaux. C'est déjà ouvert, et ça, je vous le présenterai juste après, mais également l'avis en tant que professeur principal. Et ensuite, l'avis du chef d'établissement. Le chef d'établissement va mettre un avis sur chaque vœu, sur chaque formation, etc. Après, il y a des manips qui peuvent, vous pouvez donner exactement la même appréciation chef d'établissement à l'élève sur tous ses vœux. Ou faire une appréciation par vœu. L'enseignant, lui, ne va donner qu'une appréciation sur la totalité des vœux que fait l'élève. L'appréciation enseignant ne dépend pas du nombre de vœux ou des spécialités choisies. C'est la différence entre les deux. Est-ce que ça va pour le moment par rapport à cette initialisation de la fiche à venir? J'ai vu qu'il y avait une question. Il y a une question, justement, je me suis reconnectée. Nos notes de première ne sont pas remontées car logiciel obsolète, donc saisie manuelle. Est-ce qu'on est obligé de remplir les bulletins de tous les élèves, même s'ils ne candidatent pas? Oui, il faut, parce qu'ils ne candidatent pas pour le moment, mais ils peuvent très bien, d'une part, candidater sur la procédure complémentaire à la fin de l'année, et d'autre part, même si cette année ils candidatent pour X raisons, ils candidateront peut-être l'année prochaine, et leur dossier sera récupéré. Et ça risque, et on connaît tous nos élèves, on n'en connaît pas un qui a gardé ses bulletins des années précédentes. Ils vont tous courir, aller dans les établissements, aller récupérer les bulletins s'ils recandidatent l'année prochaine. Donc oui, il vaut mieux saisir. Parce que de toute façon, je ne suis même pas sûre que la fiche à venir pourra être initialisée si tous les bulletins ne sont pas remplis. Là, j'ai un doute sur le niveau première, mais normalement, comme tout doit être vert, tout doit être 100%, il faut qu'il y ait toutes les notes. Même si vous avez un élève absentéiste qui ne vient pas, qui ne va pas candidater, il fait partie de la base Pronote, il fait partie de la base Parcoursup, à un moment donné, Parcoursup va dire qu'il y a un problème. J'ai un élève là qui est dans ma base, mais il n'a pas de notes, donc ça risque de bloquer. Autre question, les appréciations doivent être saisies sur les bulletins par d'interrogation ou livret scolaire? Alors, je ne connais pas le livret scolaire, mais l'appréciation pour le trimestre ou l'appréciation fiche à venir? C'est pas précisé. Pour ma partie, tout est rouge sur mes matières. De la fiche à venir? C'est normal si aujourd'hui, sur Pronote, si tout est rouge, là, alors nous, on n'a pas accès à vos Pronotes. Là, il faut voir avec d'une part l'établissement et le logiciel Pronote, parce qu'il y a peut-être des soucis au niveau de la reconnaissance des MEF qui sont indiqués dans Pronote. On a quelques établissements. Sur Parcoursup Gestion, tout est rouge, ça veut dire qu'il manque des notes. Ça veut dire que la remontée n'a pas été faite, si c'est sur Parcoursup. Quand tout est fait,
où dès qu'il y a des notes, même s'il n'y a pas la totalité des notes, il y a une partie verte. Partie verte, ça veut dire que tout est remonté, enfin, ces éléments-là sont remontés et sont nickel. Si c'est rouge, ça veut dire que la remontée des notes n'a pas été faite sur Parcoursup. Hein. Après, si c'est sur Pronote, je sais qu'on a quelques établissements qui ont aussi un gros problème sur Pronote, mais ça, c'est un problème de correspondance avec les MEF. Et malheureusement, nous, on n'a pas accès à Pronote. Donc, il faut solliciter l'aide de Pronote pour essayer de résoudre le problème. Parce que les MEF ne correspondent peut-être pas aux MEF nationaux qui sont attendus d'une part par Pronote et par Parcoursup derrière. C'est là où ça peut bloquer. Mais si tout est rouge, c'est que la remontée n'a pas été faite. Il faut vérifier. Pas hésiter à envoyer un message ou à nous appeler après, si jamais qu'on vérifie. Je vais continuer. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet, la fiche à venir. Qu'est-ce que c'est? Alors, la fiche à venir, c'est un élément qui va apparaître dans le dossier déjà des candidats, qui va être consulté par les formations d'accueil, les formations qui sont demandées par l'élève, et cette fiche va permettre d'apporter des éléments complémentaires, supplémentaires aux éléments transmis dans les bulletins ou aux éléments indiqués par l'élève dans son projet de formation motivée. Donc, ça ne concerne que les classes de niveau terminal, général, technologique et professionnel. Je sais que certains établissements ont des mentions complémentaires. Il n'y a pas de fiche à venir pour les mentions complémentaires parce qu'ils sont déjà dans un processus post-bac. Et donc, c'est un autre document qui est facultatif et qui sera à remplir par l'élève lui-même, pas par les enseignants, pas par l'établissement. Ce qui est pris en compte dans la fiche à venir, les éléments qui sont remontés, ce sont déjà la moyenne sur les 2 trimestres ou du semestre, les appréciations des enseignants. Il y aura l'appréciation complémentaire du professeur principal et ou du professeur référent, ce sont les éléments transversaux, et l'avis du chef d'établissement. Dans tout ce qui est moyenne des 2 trimestres ou du semestre, vous avez donc la moyenne du groupe avec le classement de l'élève dans le groupe. Ce qui fait que si vous avez dans une classe des élèves qui font espagnol en LV2 et des élèves qui font tahitien et mandarin, ils vont être classés dans leur groupe d'espagnol, avec même l'autre groupe d'espagnol d'une autre classe qui fait partie du même groupe. D'accord? Donc, tout est vraiment fait par groupe d'élèves et pas par classe globale, parce que forcément, avec les enseignements de spécialité, on ne peut pas placer un jeune deuxième en mathématiques sur 30, alors que tu en as la moitié qui font SVT ou qui font autre chose, ou qui font littérature, etc. Donc, on est vraiment sur un classement par groupe. Ce classement, vous n'aurez pas à le saisir, c'est Parcoursup qui fera, enfin Pronote, même déjà dès le départ, qui fera le calcul pour classer les élèves dans son groupe. C'est pour ça qu'il est très, très important que Pronote ou Charlemagne, parce que c'est les deux que je connaisse, soient vraiment bien paramétrés, même au niveau des groupes, pour qu'il puisse y avoir cette remontée, qu'il n'y ait pas d'incohérence. Vous n'avez pas possibilité dans la fiche à venir de modifier les notes et les groupes et les classements. Par contre, vous pouvez modifier les appréciations. Donc, la saisie, elle est possible à partir du logiciel de notes, comme elle peut être possible à partir de Parcoursup ou modifiée sur Parcoursup par tout le monde. Chacun, évidemment, pour sa classe, sa matière, hein, sauf le professeur principal qui, lui, a visibilité sur tout, et le chef d'établissement, qui est, lui, l'administrateur, et là, pour le coup, il voit toutes les classes, tous les élèves et toutes les appréciations. Cette saisie des éléments doit être terminée avant le 11 avril, 11h59, donc midi moins 1. Donc, ça laisse le temps entre la remontée des bulletins au 31 mars, validation des vœux des élèves au 6 avril, et ça vous laisse encore un peu de temps pour compléter ces éléments, vérifier que tout soit juste et faire éventuellement des remontées si ça bloque. Ça va? Vous n'êtes pas perdu? Est-ce que tu veux ajouter quelque chose, Nathalie? Non, là, non. Alors, non. Je vous présente là les éléments transversaux pour que vous puissiez avoir une idée si vous n'avez pas déjà vu ou si vous n'êtes pas professeur principal ou professeur référent. En quoi consistent les éléments transversaux? Donc là, j'ai pris sur une fiche à venir d'un élève. Alors, je n'ai pas pu tout prendre parce qu'évidemment, elles ne sont pas toutes initialisées parce que tous les bulletins ne sont pas remontés, mais au moins les éléments transversaux sont visibles. Vous devez, alors, les professeurs principaux, professeurs référents, mettre un avis sur la méthode de travail, l'autonomie, la capacité à s'investir, engagement et responsabilité, et éventuellement des détails sur les engagements ou d'autres éléments d'appréciation qui sont complètement différents des éléments du bulletin scolaire.
On est vraiment là sur, globalement, l'élève en tant qu'élève, son attitude face au travail, son autonomie, sa capacité à réussir tout seul, à travailler tout seul, à travailler avec les autres, etc. J'ai vu qu'il y avait une question. Oui, justement, j'essaye. Alors, sûr, ça ne va pas. Est-ce que la remontée des notes, le chef d'établissement a une manip à faire? Sur la remontée des notes, oui, c'est un export du logiciel de notes vers Parcoursup. Il y a un export XML, si je ne me trompe pas, je ne sais plus le nom du fichier, qu'ils font intégrer à Parcoursup. Oui, il y a une manip, ça ne se fait pas automatiquement. Parcoursup ne va pas chercher directement dans votre logiciel de notes, il faut déjà l'indiquer dans le logiciel de notes. Et vous avez souvent, que ce soit Pronote ou Charlemagne, export vers Parcoursup. Export des notes, hein. Enfin, export de tout si vous n'avez pas encore fait de première remontée avec les enseignants, etc. Mais oui, il y a bien une manipulation à faire. Ça ne va pas tout seul. Donc là, ce qui est important par rapport à ce que tu disais juste avant, c'est qu'il faut bien distinguer le résultat scolaire et le fait de cette compétence, autonomie, etc., justement, qui est bien présentée dans la fiche. Parce que parfois, on se dit, ben, il a telle note, donc on peut pas dire qu'il a démontré telle ou telle compétence. Ben si, il faut distinguer la note de la compétence. Voilà, c'est surtout parce que ça apporte un plus aussi dans le dossier. Oui. Un élève volontaire, engagé, et qui fait en sorte justement de rendre ses devoirs, de faire son maximum à côté d'un élève qui peut-être ne rendrait pas tous les devoirs et tous les deux auraient à peu près le même résultat scolaire, entre guillemets. Je pense qu'il y en a un qui est, entre guillemets, plus méritant que l'autre. Voilà, ça j'y tiens beaucoup parce que souvent on pense que la note doit être en lien avec les éléments transversaux, ce qui n'est pas le cas. Voilà, et exactement, et je voulais préciser, oui, c'est important, déjà c'est obligatoire de remplir, hein, déjà, sinon je pense qu'il y aura un petit souci pour vous par rapport aux parents qui vont, quand ils auront vu que c'est pas rempli ou quoi que ce soit, ça risque de mettre un peu en colère certains parents, mais c'est surtout, ne pensez pas que ces informations, et particulièrement les éléments transversaux, ne sont pas étudiés et lus par les établissements d'accueil. Bien au contraire, ce sont même quand vous allez sur les fiches de formation sur Parcoursup, hein, quand vous cherchez une formation, vous avez les éléments qui sont étudiés et vous voyez ces éléments-là, l'autonomie qui peut compter pour 50% de l'admission, pour 20%, ça compte. Ce n'est pas quelque chose que vous allez faire et qui sera dans le vide, qui sera du vent et que ça ne servira à rien. Bien au contraire, ces éléments donnent vraiment des fois et vos appréciations de la fiche à venir, hein, le tout, donne vraiment des éléments supplémentaires qu'on ne voit pas forcément transparaître sur les bulletins qui sont. Si vous voulez une image, le bulletin, il vient indiquer ce qui s'est passé le trimestre ou le semestre qui vient de se passer. La fiche à venir, elle va plutôt regarder vers l'avant, de dire, voilà, cet élève-là, dans l'enseignement supérieur, va être en capacité de réussir ou pas. Évidemment, les éléments transversaux viennent globalement dire cet élève, oui, il a une capacité d'autonomie, mais qui est globale. Peut-être qu'en début d'année, il n'était pas très autonome, mais il est devenu autonome. Donc, ces éléments sont vraiment essentiels pour l'étude du dossier. On ne vous demande pas de les encenser au point de mentir et d'avoir que des élèves avec des capacités très satisfaisantes démontrées de partout, avec une incohérence derrière aussi qui peut des fois avoir dans les appréciations du bulletin. Il ne faut pas non plus être incohérent, mais il ne faut pas non plus être là pour descendre les élèves. Hein, ce n'est pas ce qui est demandé. Ce qui va vous être demandé, donc, c'est une appréciation par élève et par matière. C'est-à-dire, vous êtes prof d'anglais, on va vous demander de mettre une appréciation en tant que prof d'anglais sur tous les élèves que vous avez de terminale. Et ce n'est pas une appréciation, mais oh, l'élève, il a fait 50 vœux, je vais faire 50 appréciations. Non, vous en faites une. Faites une appréciation, voilà, cet élève, très bien travaillé cette année, c'est un élément moteur, peut parfaitement réussir dans une filière sélective telle que classe prépa, BTS, DIT, etc. C'est vraiment vous, votre ressenti sur la réussite de l'élève, sur sa capacité à aller de l'avant, à aller dans l'enseignement supérieur. N'oubliez pas que ce sont des éléments qui vont déterminer
l'avenir scolaire et l'avenir d'études des élèves que vous avez. Donc, à vous de mettre les points forts. Vous pouvez aussi, va pas vous interdire de mettre les points faibles. Si vous avez un élève qui vraiment a du mal et qui fait des vœux en classe préparatoire aux grandes écoles, alors qu'il est vraiment très, très grande difficulté, on ne va pas vous demander de dire « oui, super, va réussir en classe prépa ». Il faut rester quand même, ça vous savez faire de toute façon. Là, ce qu'on vous demande, alors ça, c'est pas moi personnellement, mais c'est au niveau national, au niveau même du pays et tout, c'est de la bienveillance. On n'est pas là, je sais qu'il y a eu une année, on m'a demandé si on pouvait utiliser la fiche avenir pour casser un élève qui était casse-pied, qui a été casse-pied toute l'année. Non, on n'est pas là pour régler des comptes, on n'est pas là pour sanctionner un élève. On n'est pas là pour le valoriser s'il n'a pas démontré sa capacité à réussir, mais on n'est pas là pour le démolir. En tout cas, moi, je l'avais pris comme ça, la question l'année dernière. Ça doit, et ça, on vous l'a dit, ça doit être un plus par rapport au bulletin. On sait très bien que des fois, dans les bulletins, vous les voyez, quand vous avez des enfants et tout, des fois, vous dites, tiens, j'aurais bien voulu avoir peut-être plus d'éléments, etc. Ça peut servir à ça, la fiche avenir également. Et donc là, c'est pour les enseignants. Côté chef d'établissement, donc là, je remets, je rajoute une couche. La fiche avenir, elle ne pourra être initialisée sur Parcoursup que lorsque 100% des notes vont être remplies. À ce moment-là, c'est la remontée des éléments de la fiche avenir via le logiciel de notes. Comme ça, au moins, c'est fait. Les fiches avenir sont complétées. Vous devez, vous, en tant que chef d'établissement, vérifier la saisie de vos professeurs principaux et des enseignants, que ce soit les avis transversaux, mais également tous les avis chefs d'établissement, si jamais vous avez demandé à ce qu'ils modifient la remontée en mettant d'autres éléments que les éléments du bulletin. Vous pouvez vérifier, voir s'il n'y a pas une erreur, un oubli, etc. Et saisir, vous, votre avis, qui, lui, est un peu plus complexe que l'avis qui est demandé aux enseignants, c'est-à-dire que ça va être sur les types de vœux, voire même l'établissement demandé, ou vous pouvez mettre sur la totalité. Vous avez, et même les enseignants, vous pouvez demander, et ça je m'adresse aux administrateurs Parcoursup, a été mis dans le fil info, je crois, de la semaine dernière, un enregistrement visio au niveau national sur la présentation de la fiche avenir, à quoi elle ressemble, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire quand on fait la remontée des notes, quand on ne fait pas la remontée des notes. Et ça pourrait être intéressant que vous regardiez déjà avant de pouvoir voir, une fois que c'est initialisé. Ceux qui connaissent la fiche avenir des années précédentes, sur le contenu, on vous demande exactement la même chose que les années précédentes. C'est sur la présentation et l'ergonomie que c'est différent. Elle est beaucoup plus agréable d'ailleurs à visionner maintenant cette fiche avenir, et surtout en tant que chef d'établissement, parce que vous avez vraiment des éléments qui apparaissent directement. Donc n'hésitez pas à diffuser à vos chefs d'établissement ou administrateurs, à diffuser à vos professeurs principaux cette visio qui est téléchargeable. Si vous ne l'avez pas, vous nous envoyez un petit message et on essaye de vous mettre un lien pour que vous puissiez la voir. Mais c'est très intéressant de voir comment ça se passe, comment c'est géré, comment est-ce qu'on doit faire pour qu'au final, la fiche avenir soit visible. Pour information, elle sera dans un premier temps, ce qui sera visible pour les familles dans un premier temps, ce sont les moyennes et les classements dans le groupe au niveau de la fiche avenir. C'est-à-dire que les familles n'auront pas tout de suite accès aux appréciations des enseignants, pour éviter que vos enseignants aient une pression monumentale avec des familles qui souhaitent que non, il y ait une virgule là, un point d'exclamation là et puis un petit cœur à la fin. Pour vous éviter ça, les familles, comme les années précédentes, n'auront accès à la totalité de la fiche avenir qu'au mois de juin, c'est-à-dire au moment des résultats, pas avant. Comme ça, au moins, vous êtes tranquille. Les parents peuvent juste vérifier les notes et éventuellement le groupe s'ils ne comprennent pas en quoi consiste le groupe, parce qu'ils peuvent avoir leur enfant qui est 5e sur 15, alors que la classe est à 30. Mais on est bien sûr du coup. Donc, n'hésitez pas, allez regarder cette visio et puis à nous solliciter si jamais vous avez des questions. Ensuite, alors, l'examen des vœux. Je vais essayer là de vous présenter de comment sont traités les vœux, c'est-à-dire comment à la fin on arrive à une proposition d'admission. Parce ça on vous l'a dit lors de la première séance, on a beaucoup d'a priori, beaucoup de fausses idées. Donc, au travers de cette partie-là, je vais essayer de vous mettre un peu de concret, ce qui vous permettra d'expliquer aux familles, éventuellement aux élèves, même comment ça fonctionne. Alors, déjà, dans chaque établissement d'accueil,
dès qu'il y a une formation post-bac, que ce soit à l'université, un lycée avec des classes post-bac, l'établissement doit mettre en place une CEV, ce que nous on appelle une CEV, qui est une commission d'examen des vœux. Commission d'examen des vœux qui rassemble alors le personnel que le chef d'établissement souhaite réunir, des enseignants de niveau bac, des enseignants de niveau post-bac, un psy-EN, ça peut être un parent d'élève, vraiment il peut réunir qui il veut dans cette commission qui est soumise évidemment à tout ce qui est secret professionnel, etc. Hein, pas de diffusion des résultats après. De toute façon, je vous rappelle que les dossiers sur Parcoursup sont anonymes, à part pour les demandes d'internat où là, il y a forcément des informations qui ne le sont pas. Mais sinon, vous ne voyez pas le nom, prénom des élèves. Il n'y a que les numéros de dossier qui apparaissent. Donc là, les CEV vont de manière générale utiliser les résultats scolaires, les bulletins, plus les résultats du bac, des épreuves anticipées et des épreuves de spécialité qui vont tomber également, la fiche à venir, on vient de vous présenter, le projet de formation motivée, et les activités et centres d'intérêt. Ça, c'est un domaine qu'il ne faut surtout pas négliger parce que c'est étudié et ça peut rapporter, alors j'ai envie de vous dire des points, mais vous verrez après pourquoi je vous parle de points, ça peut rapporter des points qui nous permettent le classement de l'élève. Et ils peuvent également étudier d'autres documents en fonction de la formation. Vous avez par exemple les filières STAPS qui demandent de justifier, par exemple, quand l'élève est sportif dans un club, quand il a des attestations, etc. Mais c'est vraiment des formations bien spécifiques. Il n'y a rien d'autre. Les lettres de recommandation, c'est même pas la peine d'essayer de les mettre. L'élève ne pourra pas intégrer des lettres de recommandation à son dossier. C'est une question d'équité de traitement pour tout le monde. Donc, je sais que tous les ans, on me pose la question. Tous les ans, on redit la même chose. C'est interdit. Que l'élève en question n'essaye pas, là j'en ai eu une demande naïve d'une jeune fille qui m'a demandé si on pouvait mettre un lien dans le projet de formation motivée pour mettre des documents en plus, lettre de recommandation, attestation de machin, etc. Moi je lui ai dit, je te déconseille, ça peut être éliminatoire. Selon la formation, on a des formations qui sont très exigeantes sur le respect des procédures et qui peuvent dire, elle nous a mis ça, elle veut mettre des éléments en plus par rapport aux autres, hop, dégager, refuser direct. Donc moi, je déconseille. Après, ils sont grands, ils sont responsables, les familles font ce qu'elles veulent, hein, mais c'est un risque à prendre. Donc pas d'éléments supplémentaires que ceux qui sont demandés dans le dossier. Il peut y avoir des boucles, des justificatifs, mais ça, c'est déjà prévu dans Parcoursup. Aucun élément ne doit être transmis, et ça c'est très important, à l'établissement en dehors de Parcoursup. On a eu des cas particuliers, mais c'était quand les formations rentraient à peine dans Parcoursup et tout. Mais aujourd'hui, si un lycée demande par exemple d'envoyer les bulletins de seconde, de troisième, de quatrième jusqu'à la sixième, tout de suite, enfin quand je dis un lycée, un établissement, un établissement d'enseignement supérieur demande des éléments qui ne sont pas dans Parcoursup, il faut tout de suite nous alerter parce qu'ils ont une charte, tous les établissements ont une charte à respecter et ça c'est complètement interdit. Donc n'hésitez pas à nous alerter et nous on fait remonter au niveau national. Bon, c'est très rarement arrivé, hein. C'était arrivé au tout début d'APB à un moment donné, mais là c'est plus le cas, mais ça peut quand même malheureusement être possible. Alors, la commission d'examen des vœux, elle va étudier chaque dossier. Elle va classer les dossiers avec des admis en liste principale, des admis en liste complémentaire et pour les filières sélectives, possibilité d'avoir des dossiers refusés complètement. Ce qui n'est pas le cas pour les filières non sélectives. Quand je parle de filières non sélectives, on parle la plupart du temps des licences, où là, il y a une liste principale et une liste complémentaire. On ne peut pas refuser sur une licence, sur une formation non sélective, puisqu'elle est non sélective. Par principe, on ne peut pas refuser un élève. Par contre, il peut être sur liste complémentaire. Une fois que ce classement est effectué, la remontée se fait directement dans Parcoursup. Donc, vous voyez que ce n'est pas Parcoursup qui fait son classement et sa petite bidouille à lui tout seul parce qu'il aime bien ce prénom, il aime bien ce nom, il aime bien ce mot dans le « c'est vraiment la commission d'examen des vœux qui traite et qui va étudier ça pour le coup. Je pense que certains d'entre vous ont déjà été dans des commissions d'examen des vœux, va regarder la totalité des pièces qui sont demandées en version numérique, en version papier. Ce traitement, il va pouvoir se faire de deux manières différentes. La manière, j'ai envie de dire, la plus... pas la plus simple parce que ce n'est pas forcément la plus simple, mais un tableur Excel, tout simplement. Donc, vous avez un groupe pour tel BTS, un groupe d'enseignants qui va étudier les dossiers, qui va classer avec le fichier Excel que le chef d'établissement aura remis, qui va classer à ce moment-là les dossiers.
bête tout simple, fichier Excel qui remonte après dans Parcoursup avec un classement qui est qui est donné à Parcoursup. L'autre méthode qui est, moi je trouve, de plus en plus utilisée et qui est intéressante, c'est l'outil d'aide à la décision que propose pour le coup l'outil Parcoursup. C'est-à-dire que dans Parcoursup, il y a possibilité de paramétrer un petit module qui permet de donner des coefficients, des points, qui permet d'apporter des éléments pour que ce soit cet outil qui fasse un pré-classement. Ce n'est pas un classement, il fait un pré-classement en fonction de ce que vous avez décidé. Pour tel BTS, le BTS A, eh ben on va demander à ce que la note en anglais eh ben soit coefficientée par 3 pour l'année première et coefficientée par 2 pour l'année terminale. Et on va coefficienter par 5 les éléments transversaux, on va apporter des points, etc. Donc, vous paramétrez en tant qu'établissement, les établissements d'accueil, les formations, les CEV, paramètrent cet outil. Nous, on va prendre en compte telle chose, telle chose, telle chose. La machine va aller regarder les dossiers et en fonction de ce que vous avez paramétré, eh ben, va faire un pré-classement. C'est comme si vous faites en dossier, en fichier Excel, mais la machine le fait à votre place, en fait, avec moins de risque d'erreur, puisque là, pour le coup, les calculs sont effectués directement. Donc, c'est des coefficients en matière première et terminale, aux notes du bac. C'est des notes et des points pour les éléments qualitatifs, par exemple la fiche avenir, les éléments de la fiche avenir des enseignants, peut apporter des points ou des notes. La commission va dire, ben celui-là, dans la fiche avenir, on va lui mettre 15. On va lui mettre, ben, la fiche avenir, on va compter pour coefficient 2. Ça peut être le projet de formation motivé, où vous pouvez attribuer une note sur 20, sur 40, vous faites comme vous voulez, coefficienté. Et la machine va effectuer donc ce pré-classement que vous allez devoir vérifier, enfin que les commissions d'examen des vœux vont devoir vérifier, et ce sont les commissions d'examen des vœux qui valident le classement. Pas Parcoursup qui le fait tout seul. Une fois que ce classement est effectué, il est intégré au classement final dans Parcoursup. Donc, c'est un outil qui permet vraiment, là, pour le coup, un traitement équitable, le plus équitable possible, puisque les noms n'apparaissent pas de toute façon. Le travail est vite fait, entre guillemets, c'est-à-dire que les coefficients, vous n'allez pas vous avoir votre calculatrice pour faire sur des... et pas d'erreurs. Moins d'erreurs possibles. Quand on fait un traitement purement papier où on dit celui-là on le prend, celui-là on ne le prend pas, on se retrouve tous les ans avec un gamin qui est pris en liste principale et un autre élève qui avait un meilleur dossier qui est en liste complémentaire parce que des fois il y a des erreurs tout simplement dans le classement, hein, ce n'est pas forcément volontaire. L'année dernière, on a eu quelques soucis de ce type et ce qui a été très embêtant, c'est que l'établissement qui avait réalisé le classement ne comprenait lui-même pas pourquoi tel élève n'était pas passé avant tel élève. Et donc, nous, on reprend les éléments, hein, on revérifie le dossier. Et en fin de compte, l'établissement, il avait fait ce classement, enfin l'établissement, la commission avait fait ce classement. Et l'élève qui aurait dû, entre guillemets, passer avant celui qui avait été retenu à la dernière place, a entraîné un mécontentement côté de l'élève qui n'a pas été retenu. Ça a pris un peu de temps pour qu'on puisse l'admettre ensuite. Donc, il est vrai que l'outil, ça peut vous paraître un petit peu gênant de ne pas faire tout soi-même, mais moi je pense qu'en l'utilisant, on fait moins d'erreurs. Et là, si l'établissement avait pu l'utiliser, ça aurait été plus simple, je pense, pour eux. Certainement. Là, un petit élément, mais qui ne va concerner pour le coup que les établissements qui ont une formation post-bac. Il y a ce que Parcoursup, enfin le SCN appelle le bac à sable, qui est en fait un site de test pour l'outil d'aide à la décision. Donc, mais ça, il n'y a que les établissements qui ont une formation post-bac et les enseignants à qui l'administrateur a donné la possibilité de traiter les demandes d'admission. Vous pouvez vous connecter à ce bac à sable, à ce site de test. Tout est sur le fil info également. Les établissements, enfin les administrateurs ont reçu l'information. Et vous pouvez faire comme si vous vous entraîniez à paramétrer avec les dossiers. Ce que vous faites sur ce site de test n'a aucune incidence sur le vrai site Parcoursup et le vrai site de l'OADO, le vrai module. Hein. On est vraiment dans une phase de test. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez et ça vous permettra
en tout cas si vous ne connaissez pas cet outil, eh ben de commencer à l'appréhender avant réellement de traiter les vrais dossiers sur le vrai site OAD. Donc n'hésitez pas pour les formations d'accueil, hein, ceux qui ont du BTS, classe prépa, licence, etc., à aller sur ce site de test, à vérifier que vous avez bien les droits sur le vrai site et vous vous connectez avec vos identifiants en tant qu'enseignant de l'établissement. Vraiment, ça peut être vraiment intéressant à essayer, à tester pour appréhender cet outil, hein, parce qu'il peut faire peur, c'est oh là là, il y a plein de choses, mais en fait, il est vraiment bien, il peut vraiment vous aider et avoir un peu de recul sur justement tous ces dossiers, comment traiter, ah ben, pourquoi lui, il a été prêt, ah ben oui, on a mis QF5 en maths, et ben oui, il a 19 en maths, ben oui, QF5, forcément, ça va le faire remonter dans le pré-classement. Une fois que la remontée des classements est faite, là, pour le coup, Parcoursup intervient un petit peu. Alors, Parcoursup en tant qu'outil, en tant que machine, qui a reçu des instructions de notre part. Je tiens à le préciser. Alors déjà, il y a une répartition par groupe d'origine du bac qui est faite. Et là, je parle particulièrement pour les BTS et les DUT, les BUT. Les licences, il n'y a pas de répartition, tout le monde est traité de la même manière. Pour les BTS, tous, normalement, on fait une répartition par bac pro, bac techno et autres bacs. Quand vous allez faire la remontée du classement, on ne vous demande pas forcément, vous avez le choix au niveau des établissements d'accueil de faire un classement par groupe d'origine ou un classement global. Et c'est Parcoursup à ce moment-là, dans les propositions d'admission, qui va faire la répartition en fonction du groupe. Donc, vous pouvez très bien avoir un élève qui est dans votre liste globale principale, mais comme il y a eu que, par exemple, on va prendre un bac général pour un BTS qui est 20e sur 25e, même si dans la répartition des groupes liés au taux recteur, je vais revenir dessus après, il n'y a que 2 places disponibles pour un bac général et qu'il y a 5 élèves devant lui, eh ben, c'est les 2 premiers qui vont avoir une proposition d'admission. Est-ce que ça va? Il y a un classement global, mais il y a un nombre de places défini pour chaque groupe d'origine de bac. Donc, vous pouvez très bien avoir un élève que vous avez classé, qui a été classé par l'établissement, mais qui ne sera en liste complémentaire parce qu'il y a plus d'élèves dans son groupe, lui, il vient après. D'ailleurs, l'année dernière aussi, mais chaque année, on a ce point-là, c'est que parfois, on nous dit, mais nous ne sommes pas d'accord, cet élève-là, quand on prend la liste générale, il était classé. Je vous dis quelque chose d'exorbitant, mais peu importe, c'est juste pour montrer qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut. Il y a quand même, dans le cadre de l'égalité des chances, justement, cette organisation qui est faite. On avait des élèves qui étaient classés 20, 25e, alors que le 15e n'avait pas été retenu, mais tout simplement parce que ce n'était pas le groupe identifié par rapport aux capacités, d'autant plus que c'est un travail qui est très très fin en termes de type de bac, mais également boursier, non boursier, etc. etc. Et donc, on a dû expliquer à plusieurs reprises, et la famille n'a pas entendu, elle est allée voir Madame le ministre, mais ça n'a pas changé, c'est-à-dire que le classement, il est ainsi, Parcoursup, il est fait pour traiter équitablement. Donc, il a fallu attendre qu'à un moment, une place se libère dans le bon groupe. Dans le bon groupe, exactement. Et c'est là qu'interviennent en parallèle ce qu'on nous, on appelle les taux recteurs, qui sont ce que la plupart des gens connaissent sous le terme les algorithmes, les fameux algorithmes de Parcoursup. Alors, je pense qu'il y a peut-être dans le lot des profs de maths ou en tout cas des enseignants qui connaissent un peu au niveau informatique. Nous sommes dans une application, donc forcément, l'application Internet, forcément, il y a des algorithmes de toute façon, mais en plus, il y a des algorithmes qui sont programmés par nous. La répartition par origine du bac, des consignes depuis plusieurs années ont été données aux établissements en disant il vous faut minimum qu'après 37% ou 40% là, de bac pro en BTS, on est à 50% de bac techno en BUT. Après, la répartition se fait comme ils le souhaitent entre les bacs généraux et les bacs techno au niveau des BTS. On a, comme l'a dit Nathalie, les boursiers. Il nous faut aussi, en Polynésie, on a mis un quota par formation en fonction des vœux, 30, 20, 40% de boursiers. Et on a aussi, et ça on en avait parlé la fois précédente, pour le coup, uniquement pour les filières non sélectives, les taux des non-résidents. C'est-à-dire dans toutes les académies,
comme la Polynésie, on a mis en place pour les licences un taux maximum de non-résidents. Enfin, de hors académie, pardon, c'est pas non, enfin, il y a les deux termes, de hors académie. C'est-à-dire que dans les filières où on a de la place, on ne arrivé au moment où ça va bloquer, on ne peut pas accueillir de toute façon plus de 50% d'élèves arrivant d'une autre académie. Ce taux est au minimum, c'est-à-dire 5% pour la filière accès santé. On ne peut pas mettre 0% parce qu'on reste quand même en République, nous ne sommes pas en dictature et pour des questions de discrimination, on ne peut pas mettre 0% de hors académie. Donc le minimum qui est demandé, c'est 5%. Donc en filière médecine, ce que vous connaissez peut-être sous la prépa, la PACES, etc., qui s'appelle la LAS maintenant, on ne peut pas accueillir plus de 5% de non-résidents. Et comme c'est la filière qui sature le plus, pour l'instant, on n'a jamais eu de soucis. Ce n'est pas le cas pour les filières sélectives où il n'y a pas de taux de non-résidents. C'est la même chose dans l'autre sens. On est sollicité par plusieurs établissements, plusieurs familles qui veulent changer les adresses dans les comptes des enfants pour qu'ils puissent passer du secteur à Bordeaux, à Toulouse ou à Montpellier. Non, l'élève est résident ici, même s'il va chez tati, tonton, marraine, grand-père, grand-mère, il sera considéré comme hors secteur. Il peut demander une dérogation. Il y a un petit onglet dans les vœux qui s'appelle dérogation secteur pour choisir une académie de dérogation. Mais attention, ce n'est pas une dérogation dans le même sens que nous, on l'entend au niveau du second degré avec la fratrie, des critères de convenance personnelle, etc. C'est bien défini, c'est défini nationalement. Aménagement de la famille, pas aménagement chez le grand-père ou la tante ou la marraine. Sportif de haut niveau, situation de maladie ou de handicap ou personne en charge de famille, en charge des jeunes parents, par exemple. Ceux-là, sur justificatif, peuvent avoir une dérogation d'accorder dans une autre académie. C'est comme ça, c'est une règle qui est nationale. On ne peut pas nous y déroger pour les arrivées et il est tout à fait normal que les autres académies n'y dérogent pas pour les élèves qui arrivent de Polynésie ou d'ailleurs. Ça ne concerne évidemment que les licences qui n'existent pas en Polynésie, enfin qui n'existent pas dans l'académie d'origine du candidat. On a des demandes là pour la licence de droit. Je veux une dérogation pour aller à Bordeaux, à Toulouse. Non, elle ne sera pas accordée par le SAIO de Bordeaux ou de Toulouse parce que la licence de droit existe en Polynésie. Sauf s'il y a un aménagement, évidemment, c'est-à-dire les mutations des militaires, des enseignants qui rentrent, vous justifiez et hop, ça bascule et là, la dérogation est accordée et l'élève est considéré comme étant du secteur. Si la dérogation n'est pas accordée, ça ne veut pas dire que le candidat ne va pas avoir de place. Il va juste être traité dans les taux recteurs. C'est-à-dire que s'ils acceptent 20% maximum de non-résidents, ben, il fera partie, il sera traité dans ce cadre-là. Attention, c'est pas parce qu'on obtient cette dérogation, donc du fait de reconnaître que notre lieu de vie est au plus proche de tel ou tel établissement, qu'automatiquement il y a une admission. On participe au même titre que les élèves qui sont du secteur, entre guillemets. Ça aussi, on a eu beaucoup de questions. Pourquoi les Polynésiens n'ont pas les mêmes chances, etc. Si, tout le monde est traité de la même manière. Il n'y a pas de souci là-dessus. En revanche, quand on regarde très précisément le dossier, souvent on dit qu'on va vivre chez tonton, tati, grand-mère, etc. Donc là, Moïse vient de vous expliquer, ce n'est pas de l'emménagement. Il faut bien le justificatif de domicile au nom des responsables légaux que sont les parents. Et puis après, on participe au même titre que les autres. C'est ça le fait d'avoir cette dérogation, c'est qu'on participe au même titre que les autres du secteur. Sinon, on fait partie des 5% extérieurs. Voilà, je pense que… Comme pour ici, hein, si on imagine, je sais pas, un élève de l'académie de Lille, tout d'un coup se dit, ben, moi je vais aller suivre des études en Polynésie, et ben, il va subir le même traitement. Est-ce que tu viens emménager? Non. Bah, tu viens par ton propre choix, bah, tu vas faire partie des 5%. On en a eu une de Toulouse qui a demandé là, une dérogation parce qu'elle veut venir chez sa marraine. C'est pour ça que je parlais de marraine. La dérogation est refusée parce que ce n'est pas un critère d'aménagement. Même si elle est majeure, elle décide de venir, mais il n'y a pas d'aménagement familial. Donc, elle est traitée avec les hors-secteurs pour les licences. Ça ne concerne pas les filières sélectives. Attention, hein, les filières sélectives n'est étudié que le dossier qu'on a évoqué, la fiche à venir, les bulletins, etc. Il n'y a pas de sélection
par rapport au lieu géographique. Hein. Sinon, c'est de la discrimination. Si c'est justifié, si un établissement est chopé, entre guillemets, en train de faire de la discrimination sur ce côté-là, il risque d'en voir de toutes les couleurs au niveau national. Alors, on a une question qui peut aussi intéresser tout le monde. Si on n'atteint pas le taux recteur par catégorie, est-ce qu'on peut basculer les places vacantes à une catégorie où la demande est plus importante? Alors, oui, mais pas tout de suite. Pas tout de suite, ça c'est vraiment en fin de procédure, mais toujours en restant sur les taux. Et là, je pense par exemple au BTS. Le taux Bac Pro, par exemple, comme c'est un taux qui a été mis en place au niveau national, en tout cas la procédure elle est nationale, nous on peut difficilement faire bouger. C'est le bac techno à bac général. Voilà, on peut. Alors, il y a des petites astuces, des petites stratégies. Quand on sait que sur des BTS, eh ben, vous avez épuisé toute la liste et que vous n'avez pas de candidature, ça bascule en procédure complémentaire. La petite astuce, c'est de prendre un élève supplémentaire, par exemple en techno ou en général, et si vous ne pouvez plus faire de surbooking, toutes les demandes en procédure complémentaire des bacheliers professionnels, vous les refusez. C'est une astuce en fait, mais on ne peut pas bouger tout le temps, n'importe comment, les places disponibles. Ça peut se faire, hein. On a tous les ans, on fait des manips avec les administrateurs, on fait des manips comme ça, mais c'est toujours limité. On peut augmenter également la capacité, les données d'appel, pas la capacité d'affectation, mais les données d'appel, dans un surbooking qui est maximum dans un premier temps de 20%, mais on peut, nous, l'augmenter à la demande du chef d'établissement à 50%. Mais ça, c'est voilà, c'est pas un exemple peut-être. Imaginons une capacité de 30. On dit on peut donc donner d'appel, prendre 20% supplémentaires. Donc, ça fait 6 places supplémentaires. On se dit, bah voilà, au moins jusqu'à 36. On peut très bien avoir un appel du chef d'établissement qui nous dit, par rapport aux expériences des années antérieures, moi j'aimerais bien qu'on monte à 40, 45. Alors nous, après, on vérifie quand même parce que imaginez, l'admission se fait et tous les élèves sont présents. Ça ne sera pas le moment de nous demander, en tout cas pour la partie publique, des moyens supplémentaires et pour la partie privée, les établissements devront prendre en charge. Il faut qu'on fasse attention. On n'est pas des apprentis sorciers, mais les 20%, on peut monter un petit peu. Il n'y a pas de souci. Il faut juste, après, prendre le temps de nous contacter et que nous, on puisse vérifier. Donc ça, c'est ce que Moé fait chaque année. Hein, de toute manière, ne vous inquiétez pas. Et ça, il y a un petit mot là qui est sorti déjà plusieurs fois qu'on appelle les données d'appel, les listes d'appel. C'est ce que j'ai mis. Donc, c'est le classement des candidats. Donc, et ça, on en reparlera un peu plus en détail au mois de juin pour bien que vous voyez et que les élèves puissent comprendre la différence entre place dans la liste d'attente et place dans les données d'appel. La liste d'attente, c'est le classement qui a été fait par l'établissement et les données d'appel, c'est l'ordre d'appel dans Parcoursup en fonction des taux recteurs et des groupes qui ont été mis en place. C'est deux choses différentes. Donc, un élève peut très bien être premier sur liste d'attente, mais troisième sur liste d'appel. D'accord? Il est premier sur la liste d'attente globale, mais avec les taux qui s'appliquent, c'est le deuxième ou le troisième qu'on va chercher pour qu'il puisse y avoir justement ce travail avec les taux recteurs et les répartitions par groupe. Est-ce que ça va? Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que vous avez besoin qu'on répète certains éléments, certaines notions? Donc là, je vais vous parler, on arrive à la fin là, de la formation, donc je vais vous donner une petite boîte à outils, alors qui n'est pas énorme, ne vous inquiétez pas, qui va vous permettre, et je n'ai pas pensé là à ouvrir la page internet, vous avez dans tous les cas le site Parcoursup qui vous donnera beaucoup d'éléments sur tout ce qui est fiche à venir, qu'est-ce que c'est, puisqu'il y a, une foire aux questions qui permet d'avoir des éléments de réponse. Vous avez le site de gestion, que vous soyez chef d'établissement, professeur principal ou enseignant. Vous avez dans votre compte, vous avez un onglet qui s'appelle Information. Vous avez de la documentation. Si vous n'y avez pas accès, n'hésitez pas à aller voir votre chef d'établissement. Vous avez des pas à pas sur la fiche à venir. Vous avez des pas à pas sur les remontées des notes. Vous aurez bientôt des vidéos sur l'outil d'aide à la décision. Vous pouvez déjà aller voir le site de test qui vous permet d'avoir tous les éléments, les informations globales sur l'outil d'aide à la décision.
Vous avez la page Facebook, toujours de Parcoursup, celle du DOI également, mais celle de Parcoursup, quand il y aura déjà les propositions d'admission, etc., des petites vidéos courtes qui sont faites pour expliquer où ça en est, comment ça fonctionne. Vous avez toujours, et je vous l'avais mis la dernière fois, la page YouTube du ministère de l'Enseignement supérieur qui propose des petites vidéos Parcoursup également, qui sont très intéressantes, qui s'adressent aux élèves, qui s'adressent aux enseignants, aux professeurs principaux pour essayer de comprendre tout ça. Vous avez le site d'EduScol aussi dans la partie enseignement, enfin l'année de terminale, le lycée, etc. Vous avez des documents très intéressants sur la fiche à venir, qu'est-ce que c'est, comment le professeur principal doit remplir, qu'est-ce qu'un projet motivé, etc. Vous retrouvez ces documents également sur l'ONICEP. Vous avez des choses qui sont très intéressantes. Et sur le Padlet là, du CIO, que je vous ai mis là le lien, que vous avez normalement en établissement. Donc ça, ce sont les gros outils qui sont disponibles. N'hésitez pas à aller les consulter, n'hésitez pas à les regarder. Il y a vraiment des informations qui peuvent être des petits plus, en plus de cette formation, qui peuvent vous apporter... Oui, il est déjà dit. Mais après il y a les questions. C'est pour ça qu'on a laissé du temps aussi, c'est pour les questions. Là, je viens de voir le message là qui s'affiche. Donc là, voilà, on est sur boîte à outils. Par rapport à tout ce qui a été dit, maintenant, on vous laisse un temps d'échange. N'hésitez pas à en profiter. Si vous avez des questions, des remarques, des choses qui ne sont pas claires, des éléments qui vous manquent, même par rapport à la dernière formation, que vous l'ayez suivie ou pas, on a envoyé aux établissements le lien vers le diaporama et l'enregistrement. Donc, n'hésitez pas, on est là, on a du temps justement à vous accorder pour répondre à vos questions sur tout ce qui est, en tout cas, cette phase et la phase précédente éventuellement de Parcoursup. Vous pouvez même allumer vos micros si vous avez des questions, hein, il n'y a pas de souci. C'est ça vous. Est-ce que vous voulez qu'on revienne sur des éléments? Alors, moi, je vais ajouter un point par rapport à la précédente rencontre. On a très peu de demandes là d'élèves par rapport à un oubli de saisie de vœux, etc. Je suis un petit peu surprise, mais en même temps, je me dis que peut-être que tout s'est passé au mieux, que du fait d'être sortis du confinement, de toute cette situation qui nous avait un petit peu bloqués dans l'organisation de manière générale dans les établissements, peut-être que ça va beaucoup mieux. Mais en tout cas, s'il y avait la moindre situation, il faut absolument nous contacter pour voir comment on peut aider. En tout cas, on a dit qu'on pouvait le faire à titre exceptionnel. Bon, bien sûr, il ne nous faut pas une centaine de dossiers, hein, mais à titre exceptionnel, on peut comprendre qu'il y ait quelques situations qui n'auraient pas été saisies. Donc là, je lis les questions. Puis-je avoir le lien? Je ne trouve pas sur le fil info. Oh oui, on va tout mettre. Tout ce qu'on a précisé, on va le mettre. J'ai contacté mon chef d'établissement. Il me dit qu'il a remonté les notes, mais de mon espace. Oui, d'accord. Il a remonté les notes, mais dans l'espace fiche à venir, il n'y a rien, c'est normal. C'est que les notes ont été remontées, mais la fiche à venir n'a pas été initialisée. C'est peut-être pour ça que vous ne voyez rien dans votre espace. Il faut qu'il y ait l'initialisation de la fiche à venir. Et si ça n'a pas été fait, soit c'est parce que l'administrateur, le chef d'établissement attend de vérifier encore certains éléments, ou soit parce que tout n'est pas complet et qu'il y a des notes qui doivent être saisies soit par le chef d'état, soit éventuellement par l'élève. C'est à l'administrateur d'initialiser, c'est-à-dire celui qui a le compte principal. En général, c'est le chef d'établissement, mais pas forcément. Des fois, l'administrateur peut être quelqu'un qui a la délégation. Donc, il faut vérifier qui est l'administrateur dans votre établissement. La plupart du temps, chef d'état. On a une question. Il y a une main qui est levée aussi. Oui, alors peut-être la main et on va peut-être que c'est la personne. Elle est encore au téléphone. Ah d'accord. Il y a une question. Nous n'avons pas vu la saisie des préférences au début. Pouvez-vous nous les présenter, s'il vous plaît? Alors, la préférence, alors c'est bien l'élève, hein, c'est dans le dossier de l'élève. Ce n'est pas dans le dossier ni de l'enseignant, ni l'enseignant qui fait quelque chose. Dans le dossier de l'élève, juste avant la partie, dans l'onglet vœux, il y a ma préférence. Et ma préférence, l'élève a juste indiqué, alors je prends un élève, je demande, de bac général qui a fait des vœux en licence de droit.
puis un BUT, puis un BTS GACO, BTS MCO, un BUT GACO, etc. Dans sa préférence, il va indiquer qu'est-ce qu'il a vraiment envie de faire, comme si on lui disait quel est ton vœu 1. En gros, ma préférence, c'est un peu quel est ton vœu 1. Qu'est-ce que tu as envie de faire? Et donc, l'élève peut mettre, moi, j'aimerais vraiment faire une licence de droit, c'est vraiment mon projet, etc. J'ai mis d'autres formations au cas où, mais j'ai vraiment envie de faire une licence de droit. C'est ça qu'il doit indiquer, mais c'est vraiment l'élève qui l'indique. De toute façon, il y a un petit point d'exclamation dans le dossier de l'élève. Il ne pourra pas valider son vœu tant qu'il ne remplit pas ça. Donc, il faut bien qu'ils lisent, parce qu'ils ont aussi, de temps en temps, un peu de mal à lire leur dossier. Ils voient un bouton, ils veulent valider. Ah, ça ne valide pas, ça ne marche pas, qu'est-ce qui se passe? Ben, il y a des petites alertes. Attention, vous ne pouvez pas valider parce qu'il vous manque la saisie de telle ou telle chose. Mais c'est vraiment, on ne leur demande pas une lettre de motivation, hein. C'est vraiment juste que nous, on puisse savoir si l'élève a une préférence pour tel BTS ou un BTS ou une classe prépa ou une licence, etc. Et c'est vraiment au moment des commissions finales, c'est-à-dire lorsque les élèves n'ont pas eu d'admission et que nous, dans le cadre des KS ou même d'autres types d'organisations qu'on pourrait avoir en Polynésie française, qu'on puisse aller vérifier quelle serait en tout cas la préférence ou les préférences de tel et tel élève qui aurait demandé un accompagnement. Et je répète, hein, cette préférence-là n'est pas vue des établissements d'accueil et ne rentre pas dans le classement et dans le choix du dossier. Là, pour l'instant, c'est quelque chose que nous, au DOI, on est les seuls à pouvoir voir. Vous ne le voyez pas, sauf si vous vous connectez sur le compte de l'élève, évidemment. Alors, pourquoi suis-je bloquée pour modifier des notes et des appréciations pour certains élèves et pas d'autres? Alors, ça dépend peut-être pour certains. Oui, comment la remontée a été faite. Si c'est des notes de première, normalement, les notes de première sont modifiables puisque c'est les années précédentes. Pour l'année de terminale, et je parle bien des élèves de terminale, vous ne pouvez pas modifier les appréciations ou les notes sur Parcoursup. L'année de terminale. Les notes de première, vous pouvez le faire. Si vous avez des élèves en mention complémentaire, en mise à niveau, etc., vous pouvez, parce qu'il n'y a pas de remontée bloquante. On est vraiment sur les notes de terminale. Donc, il n'est pas possible d'avoir en admettant pour le premier trimestre de terminale, possibilité de modifier les notes d'un élève et pas modifier pour un autre. Ça, c'est bloqué. Même nous, on ne peut même pas vous donner la main pour modifier ces notes-là. Donc, c'est peut-être sur deux années scolaires différentes ou deux types de classes différentes. Autre question. Je suis enseignante pro et je me suis occupée de Parcoursup, mais je n'ai pas de code Parcoursup Orga pour gérer les dossiers des élèves. Le professeur principal refuse de me communiquer les codes. Comment faire? Je suis enseignante pro, je me suis occupée de Parcoursup. Quand elle s'est occupée de Parcoursup, mais ce n'est pas le professeur. Alors, ce n'est pas le professeur qui donne l'accès. Hein. Le chef d'établissement, enfin l'administrateur crée des comptes et tous les enseignants, tous les enseignants de terminale pourraient demander accès, parce qu'à partir du moment en plus où il y a une remontée de notes qui a été faite, s'il y a des nouveaux enseignants qui sont arrivés dans l'établissement, les comptes sont créés automatiquement. Donc, ce n'est pas auprès du professeur principal qui a son propre compte à lui. C'est normal qu'il ne divulgue pas ses codes. Par contre, il faut aller voir le chef d'établissement, qui est l'administrateur, qui lui va pouvoir vous créer un compte. La fiche à venir sur Pronote, en lien avec Parcoursup, est à remplir, entre guillemets, que par le professeur principal ou par tous les professeurs? Le professeur principal va remplir, lui, tout seul, en concertation, évidemment, avec le conseil de classe, les éléments transversaux, ce qu'on a présenté là, l'autonomie, la méthode de travail, etc. Ça, le professeur principal, il remplit ça. Chaque enseignant va remplir pour sa matière ces éléments de la fiche à venir, son commentaire, son appréciation. Ce n'est pas le professeur principal ni le chef d'établissement qui doit remplir pour toutes les matières, pour chaque élève de toutes les classes, une appréciation. C'est vraiment vous qui remplissez dans Pronote ou dans Parcoursup, hein, selon le choix qui aura été fait. Mais c'est mieux dans Pronote, comme ça au moins vous n'avez pas à saisir deux fois, ni allez vous perdre éventuellement dans les comptes Parcoursup si vous n'avez pas de code ou je ne sais quoi, de le remplir et c'est chaque enseignant qui le fait. Alors, une autre question, mais en même temps, on va y répondre tout de suite.
est-ce que la provenance, alors attends, il y a tellement de questions après. Est-ce que la provenance de Polynésie française pour nos élèves peut être un facteur limitant en France métropolitaine? On va reprendre l'explication parce que peut-être que ça n'a pas été bien compris. Oui, non, alors c'est pas limitant parce que tous les élèves sont traités de la même manière en fonction des critères qui ont été posés par l'académie. Alors, je vais faire deux choses, les filières non sélectives et les filières sélectives. Oui. Les filières non sélectives, quand elles n'existent pas dans l'académie d'origine, les candidats, les élèves sont considérés comme étant du secteur sur le vœu qu'ils vont faire dans l'académie d'accueil. Un élève qui veut faire une licence AES, Administration économique et sociale, qui n'existe plus en Polynésie, qui va demander AES à Toulouse, va être considéré dans le traitement comme étant du secteur de Toulouse, c'est-à-dire qu'il va être traité de la même manière que les lycéens de Toulouse qui vont demander AES. Donc après, c'est le dossier, parce que même les universités étudient les dossiers pour faire des oui et des oui-si, parce qu'il y a ça, mais ça on verra au mois de juin. Donc, à partir de cette information-là, il n'y a pas de taux pour les non-résidents, c'est-à-dire que c'est le dossier, ils ne savent pas d'où les élèves viennent et ils sont pris. Là j'ai pris AES parce que j'ai déjà eu le cas d'élèves qui sont partis, qui ont été pris à Toulouse en AES sans problème. Il n'y a pas de souci. Ça, c'est filière non sélective qui n'existe pas en Polynésie. Nous avons un élève ici qui demande une licence de droit, qui veut aller pareil à Toulouse. La licence de droit existe en Polynésie. Il ne sera pas prioritaire, même s'il habite au beau milieu du Pacifique. La licence de droit existant ici, il n'est pas prioritaire, il ne va pas passer devant un élève qui habite Toulouse. Donc, la priorité sera d'abord les élèves de Toulouse et le rectorat, le SAIO, en tout cas le recteur, a décidé, je dis au hasard, d'accorder 30% maximum des effectifs d'admission pour les non-résidents, c'est-à-dire les hors académiques. Donc, l'élève de Polynésie qui demande à aller faire droit à Toulouse va être traité dans ces 30%. Il peut avoir une proposition comme il peut être sur liste d'attente. Mais ce n'est pas parce qu'il vient de Polynésie, c'est parce qu'il y a une licence dans son académie d'origine. Et ce sera la même chose pour un élève de Montpellier qui veut faire droit à Toulouse. Il va être traité avec l'élève de Polynésie dans les 30%. Ça, non sélectif. Les filières sélectives, c'est le dossier qui va être étudié, le dossier de l'élève, c'est-à-dire les bulletins, les résultats du bac, le projet de formation motivée, etc. En aucun cas ne rentre dans les critères l'adresse géographique, d'où il vient. Alors, s'il est avéré qu'une formation et qu'il est avéré qu'elle refuse tous les candidats qui ne sont pas de sa ville, c'est sûr que là, il risque d'y avoir des problèmes parce qu'il ne respecte pas la charte. Une filière sélective, ce n'est pas l'adresse géographique et c'est bien pour ça qu'il y a 3-4 ans maintenant, on a anonymé les dossiers pour éviter de savoir dans quel établissement il vient. Le nom de famille, est-ce qu'il a une jolie consonance? Est-ce que c'est un REP, ZEP, tout ce que vous voulez, zone de violence, tout ce que vous voulez? Ça, ce n'est pas affiché. Quand les établissements étudient les dossiers, ils ne voient qu'un numéro de dossier, ils voient des appréciations, des notes, ils ne savent même pas dans quel lycée l'élève vient. Donc, ils ne savent pas qu'ils viennent pas de Polynésie. Sauf si l'élève le dit dans son projet de formation motivée, évidemment. Donc, après, ça, c'est son choix, il n'y a pas de souci, on ne va pas interdire. Mais il n'y a pas de… je sais que c'est une idée reçue qui est bien ancrée et tout. On dit, oui, ils sont défavorisés, nos élèves. Non, c'est pas vrai. On a des élèves qui sont pris dans des super grandes classes prépa, on a des élèves qui sont pris dans des licences, on a des élèves qui sont pris en BTS, en BUT, on a de tout. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que nous, on est une petite académie, on a 3000 élèves de terminale avec des enfants, des élèves qui peuvent avoir 18 de moyenne, 17-18, ce qui est excellent. Il ne faut pas oublier qu'en métropole, c'est plus d'1 million de candidats, dont plus de 800 000 élèves de terminale. Vous vous imaginez aussi le nombre d'élèves avec 17, 18, 19 de moyenne. Donc souvent on dit, ah mais il est bon, il a une mention très bien au bac. Oui, certes, mais il y en a d'autres aussi. Donc là, c'est toute une question de dossier, mais généralement, en plus… et là, je parle principalement des classes prépa hyper sollicitées du Mont Sainte-Geneviève particulièrement, où à chaque fois on se dit « Ah, mais pourquoi, mais pourquoi, mais pourquoi ?» Parce qu'il y a aussi ailleurs d'autres excellents élèves. Donc, ce n'est pas le fait d'être de Polynésie qui a bloqué, mais c'est parce qu'il y a de la concurrence.
Et puis, un autre point tout à l'heure, on disait, ce n'est pas la peine de mettre une adresse qui n'est pas notre adresse en métropole. Il faut un justificatif au nom du responsable légal. C'est-à-dire que là, si on emménage, c'est là où il faut être au clair. On emménage, ça veut dire qu'on a un justificatif de domicile au nom du responsable légal. Si on n'a rien de tout ça, c'est pas la peine. C'est pas considéré comme emménagement. Voilà. De toute façon, les élèves et les familles ne peuvent pas modifier les adresses indiquées parce qu'elles sont remontées via siècle. Donc, de toute façon, si un élève tente de modifier, il va avoir un gros message qui lui dire attention, attention, vérifiez avec votre établissement parce que là, vous êtes en train de modifier des informations qui sont remontées par siècle. Et comme l'a dit Nathalie, s'il y a un aménagement, dans ces cas-là, on rentre dans le cadre d'une dérogation qui est à saisir sur Parcoursup. Alors, tout à l'heure, la collègue nous avait posé la question d'une problématique de notes, etc. Et elle précise que oui, c'est bien l'année de terminale. Alors, l'année terminale, il n'est pas possible de saisir des notes d'année de terminale. Donc, attention, je crois que c'est Carole qui a posé la question. Oui, c'est Carole. Vérifie, Carole, que ce ne soit pas un élève qui redouble sa terminale. Parce que là, pour le coup, tu peux modifier les notes de l'année dernière. Mais tu ne peux pas modifier des notes dans Parcoursup pour un élève à l'heure actuelle en terminale. Ce n'est pas possible. Ou alors, tu m'appelles tout à l'heure et on regarde, mais tu ne peux pas normalement. Alors là, autre question. Pour les appréciations des enseignants, Parcoursup prend automatiquement les appréciations du premier et du second bulletin si les enseignants ne le font pas. C'est bien ça? Oui, c'est bien oui, ça. C'est ça. C'est bien ça. Ce qui n'est pas l'avantage des élèves parce qu'au final, il n'y a pas d'éléments supplémentaires pour l'étude du dossier. Il y a juste un copier-coller du bulletin. Alors, les élèves ont accès à la fiche prof, pas d'interrogation. Non, les élèves ne vont pas voir ce que le professeur saisit. Non. Tout à l'heure, on l'a expliqué. Le bout du bout, ils vont voir toutes les appréciations au moment des admissions. Pas avant. Justement, pour éviter les pressions que certains parents peuvent avoir sur les établissements et sur vous particulièrement, les familles ne verront les appréciations qu'au mois de juin, au moment des résultats. Alors, une fois que les notes ont été remontées, si on constate une erreur, est-ce qu'il est alors encore possible de revenir sur le bulletin et que les informations soient automatiquement mises à jour? Alors, il faut revenir sur le bulletin dans votre logiciel de notes, parce que l'erreur vient du logiciel de notes, et refaire une remontée du logiciel de notes vers Parcoursup. Les projets motivés doivent-ils être non signés, donc anonymes également? Oui, il ne faut pas les signer. De toute façon, ils ont 1500 caractères au maximum à saisir. Et d'ailleurs, j'ai eu la remarque très pertinente d'une jeune fille qui a dit quand on est une fille, ça nous fait moins de caractères parce qu'on est obligé d'accorder. Et elle n'a pas tort. Oui. Ça enlève, ça peut bien enlever facilement 2-3 mots en fonction de ce qui est mis, mais c'est 1500 caractères. Donc la signature viendrait prendre et ça n'a. Et comme je vous disais tout à l'heure avec l'histoire du lien qu'une autre jeune fille voulait mettre sur son projet de formation motivée, une signature, tout élément qui pourrait faire reconnaître l'élève, etc., peut revenir comme un mauvais boomerang dans la figure, entre guillemets, du jeune et le dossier être refusé pour non-respect de la procédure. Je ne dis pas que ça se fait. Il peut y avoir des fois, je suis sûre que c'est déjà arrivé qu'il y en ait qui mettent leur prénom ou je ne sais quoi. Mais ça peut arriver, il ne faut pas prendre le risque, il ne faut vraiment pas que les élèves prennent le risque. La signature ne sert à rien, le nom, le prénom, l'adresse, ça ne sert à rien puisque c'est tout le dossier qui est présenté. Donc de toute façon, ils auront les éléments, ils savent quelle filière ils demandent, ils savent, les établissements d'origine, les CEV connaissent, il n'y a pas besoin d'indiquer tout ça. On est vraiment sur le projet de formation motivée, autant qu'ils ne gaspillent pas de caractère. Alors, question, est-ce que sur la fiche d'une formation, le taux pour les non-résidents est affiché? En général, oui. En général, quand l'établissement l'a renseigné, quand il l'a donné, normalement, oui, c'est affiché. Ce n'est pas tout de suite. Alors, peut-être que là, sur les fiches, ce qui est affiché, c'est le taux de l'année dernière. Parce que c'est dans cette période-là qu'on ne va pas tarder à nous demander de faire la mise à jour des taux. Donc, après, ça va être à nouveau mis à jour et affiché. Donc, moi, j'ai cru comprendre que c'était déjà affiché.
Je ne l'ai pas vérifié, hein, mais en tout cas, si ça ne l'est pas, ceux de cette année, ça va l'être voilà, au mois d'avril, avril-mai maximum. Alors, oui, l'information y est. Les éléments transversaux et avis chef établissement doivent être renseignés même si l'élève n'est pas inscrit. Alors, Ah oui, si l'élève a constitué son dossier dans Parcoursup, oui. Il va falloir mettre des avis. Oui. Même s'il n'y a pas forcément tous les éléments, parce que c'est au cas où on va traiter au moment de la phase complémentaire. Mais s'il n'y a pas de dossier, si l'élève n'a pas créé de dossier, ça va être un peu compliqué. Ça, c'est une bonne question parce que même si lui n'a pas créé de dossier, il existe dans Parcoursup, puisqu'on a fait vous avez fait une remontée siècle des élèves de terminale. Et il fait partie des bulletins. Donc, à un moment donné, je ne suis pas... honnêtement, je ne sais pas. Je ne sais pas. Là, pour un élève qui n'est pas de façon, vous allez voir apparaître. Mais il me semble que c'est tous les élèves. Et il y a marqué « n'a fait aucun vœu », certainement. Oui, c'est qu'il n'a fait aucun vœu. En tout cas, à un moment, il faut quand même avoir les éléments parce que si on traite dans le cadre de la phase complémentaire ou même toute autre organisation qu'on va mettre en place en Polynésie française, il vaut mieux que nous ayons des éléments lorsque l'élève peut-être va se faire constituer un dossier. Et dernière question, en fait, les appréciations d'EPS et de l'option EPS sont mises bout à bout. Alors ça. Alors oui, alors il ne faut pas sont mises bout à bout dans Parcoursup. Oui, parce que c'est certainement le même enseignant. Et il est possible, il faut vérifier dans Pronote que c'est bien deux matières distinctes qui ont été. C'est pas le même MEF quand c'est une option, quand c'est l'enseignement obligatoire. Et si je ne me trompe pas, il me semble que les options, je parle bien des options facultatives, ne remontent pas dans les bulletins. Il me semble, hein, la seule particularité qui remonte, c'est la DNL, la discipline non linguistique pour les DNL, les sections hors section euro et les sections euro. Mais normalement, tout ce qui est enseignement facultatif, le latin, etc., ça ne remonte pas. Là, si c'est remonté, c'est qu'il Parcoursup a reconnu 2 fois le même enseignant, la même matière, et donc a concaténé les deux appréciations. Voilà, il n'y a plus de questions. Est-ce que vous souhaitez peut-être d'autres informations, mais qui restent en lien avec cette phase-là, hein? On ne va pas parler de la phase 3. Parce qu'on n'a pas tous les éléments pour la phase 3, donc on ne voudrait pas vous dire des choses qui vont être peut-être contredites ou modifiées pour la phase 3. Mais par rapport au traitement des dossiers, est-ce que vous avez encore des questions, des doutes, des éléments qui vous posent encore question sur la sélection, sur comment c'est traité? Alors, je voulais vous montrer à quoi ressemblait l'OAD, l'outil d'aide à la décision, mais depuis ce matin, j'essaie de me connecter et ils doivent être en maintenance parce que vraiment, j'y arrive pas. Donc, je ne peux pas vous montrer les différents onglets où tout peut être pris en compte, que ce soit les langues vivantes. Vous pouvez avoir une demande bien spécifique pour la langue vivante. Ça peut être pour les bulletins, les notes, les éléments qualitatifs. Vous pouvez, apporter des points, des notes pour les éléments qualitatifs, créer ces éléments qualitatifs également, hein, indiquer que vous voulez travailler, enfin que les établissements veulent travailler sur les fiches à venir, par exemple. Mais voilà, grosso modo ça. Après, les établissements peuvent aussi faire juste un fichier Excel et étudier manuellement, entre guillemets, les dossiers. Mais on l'a dit, c'est beaucoup plus risqué d'avoir des dossiers qui passent dans un sens au travers des mailles du filet ou dans un autre sens qui sont refusés, alors qu'au final, on aurait bien pu. Je rebondis là-dessus. Il faut savoir qu'un dossier refusé, quand la commission refuse, c'est vraiment un vrai refus, c'est-à-dire que l'élève ne peut pas repostuler à nouveau sur cette formation dans cet établissement pour la procédure complémentaire. Hein. La liste d'attente et la liste principale, ce sont des dossiers qui sont acceptés. Donc là, je m'adresse peut-être aux enseignants qui vont peut-être faire partie d'une CEV. Quand vous êtes en filière sélective, vous avez le droit de refuser un dossier. Vous devez vous arrêter en liste complémentaire au dossier pour lequel vous vous dites « Ah non,
Ah non, là, c'est plus possible. L'élève n'y arrivera pas. C'est ça que ça doit dire. L'élève n'y arrivera pas avec son dossier. C'est pas possible, il n'y arrivera pas. Et c'est à partir de là que vous pouvez refuser les dossiers. Tous ceux que vous prenez en liste d'attente, ça veut dire qu'ils ont une chance d'intégrer la liste principale à un moment donné, au fur et à mesure des désistements, etc. Donc vraiment, la liste d'attente, vous devez vous dire que cet élève-là, vous pouvez l'avoir en cours. Là, je m'adresse vraiment aux enseignants qui pourraient faire partie des CEV. Hein. Donc, il ne faut pas… Je sais que pendant des années, on a eu des établissements qui ne refusaient aucun dossier, qui mettaient tout le monde sur liste complémentaire jusqu'à la fin, sauf qu'à un moment, on dit « Ah, mais on ne le voulait pas celui-là, tu as vu son dossier ?» Ah, bah oui, mais vous l'avez classé. Donc, il ne faut pas avoir peur, entre guillemets, de bloquer, de dire « Non, là, c'est plus possible. Là, le gamin, on l'envoie au casse-pipe, c'est pas possible. » Ce qui n'est pas le cas pour les filières non sélectives, je vous l'ai dit. Hein, les licences ne refusent pas. Les licences, elles mettent sur liste d'attente, puisque généralement, ça remonte. Alors, on nous demande notre numéro de téléphone. On va vous demander de passer par l'application. Ça sera peut-être… alors, oui, si vous avez… Oui, vous pouvez même en tant qu'enseignant, si vous avez un compte, vous pouvez envoyer un message. Bon, de toute façon, le numéro de téléphone, il est sur… il est sur Parcoursup Polynésie, hein, vous le trouverez. Hein. Vous allez sur le site Parcoursup, contact et vous sélectionnez l'académie, vous allez avoir le numéro de téléphone qui s'affiche. Alors, en sachant qu'on a beaucoup d'appels, donc vous risquez peut-être d'être déçus, n'hésitez pas à passer par la case contact de Parcoursup. Derrière, c'est ici, hein, c'est la Polynésie qui répond. Donc, vous posez votre question et ainsi, Moé, après, elle vous répond ou elle vous recontacte. N'oubliez pas, quand vous avez un souci avec un élève, quand vous dites « Ah, j'ai un élève qui ne peut pas faire ci, qui ne peut pas faire ça, moi, je ne peux pas deviner qui est l'élève et donc je ne peux pas aller sur son compte. » N'oubliez pas de me mettre au minimum son nom et son prénom, voir le numéro de dossier si vous l'avez. Si vous ne l'avez pas, ce n'est pas grave, pour que moi, je puisse aller regarder et voir ce qui ne va pas. N'hésitez pas, alors si vous avez des soucis qui sont vraiment plus techniques dans le sens où vous avez perdu en tant qu'enseignant votre mot de passe, vous ne savez pas comment accéder, etc., rapprochez-vous de l'administration du lycée d'abord, avant de nous contacter nous. Parce que moi, je ne peux pas réinitialiser vos mots de passe. C'est vraiment l'administrateur qui peut le faire. Alors, on nous dit, je ne vois pas sur Parcoursup comment vous contacter. Contact, en haut à droite. C'est ce que j'allais dire, en haut à droite. Contact. Il y a une petite case. Voilà, et il y a, je crois, par téléphone, il y a le numéro… de toute façon, après, bon, bah, c'est le numéro du DOI. C'est pas le numéro vert 0800, hein, attention. Hein. Ah, eux, ils vont vous répondre, mais au moment où ils vont se lever. Parce que Alors, chaque année, la date limite pour finaliser les dossiers et la confirmation des vœux par les élèves tombe pendant les vacances suivies plus délicat. Est-ce que Parcoursup pourrait revoir son planning? Le souci, c'est que les vacances, elles sont toutes différentes parce qu'en métropole, il y a trois temps particuliers. Il y a nous, il y a la Réunion. Donc, c'est impossible pour Parcoursup. Donc, malheureusement, pour ce moment, ça tombe sur nous, mais ça tombe aussi sur d'autres. Hein. Oui. Donc, oui, je comprends, mais là, Parcoursup ne peut vraiment rien faire. Alors, l'avantage que l'on a cette année par rapport à l'année dernière, c'est que la clôture se termine la première semaine de vacances. Ce qui fait, et ça, on l'a indiqué lors de la première partie de la formation, n'hésitez pas à exiger, entre guillemets, de vos élèves de tout faire avant de partir en congé. Ou qu'ils puissent à ce moment-là avoir quelqu'un… On en a parlé nos jeunes qui sont internes et qui retournent dans les îles, qui retournent au Tuamotu, au secteur où il n'y a pas forcément de connexion Internet, que ces élèves-là puissent tout finaliser avant. Ils peuvent le faire, il y a encore le temps. Hein. On est à 2 semaines, je crois, des congés. Il reste encore 2 semaines pleines, si je ne me trompe pas. C'est la finalisation. On n'est plus dans la saisie des vœux, on est vraiment dans la finalisation. Après, le souci, et là, ça, j'entends votre difficulté, la remontée des notes se fait au 31 mars, dernier délai. Donc, ils ne pourront pas valider, on est d'accord, avant le 31 mars. Donc, plus tôt les établissements font la remontée des bulletins, plus tôt les élèves pourront valider leur vœux. Donc, il y a un juste milieu à trouver. Je sais qu'il y a les vacances.
Mais peut-être que l'année prochaine, on sera en dehors des vacances et il y en aura d'autres qui seront en congé. Voilà, là, on n'est pas. Et je ne pense pas de toute façon que parce que la Polynésie le demande, il décale. C'est un calendrier national. Oui. C'est pas nous qui décidons de ces dates-là. Alors, pour la personne qui pose la question comment vous contacter, alors, quand on va sur Parcoursup, en haut à droite, on clique, il y a 3 petites lignes l'une en dessous de l'autre, on clique et il y a un déroulé. Il y a donc dans ce déroulé contact. Quand on clique sur contact, c'est là où on voit apparaître par téléphone, par mail, et donc il y a toutes les informations pour nous contacter. Donc, et à partir de ce, alors pas le 800 comme on a dit tout à l'heure, mais bien vous allez voir, il y a le numéro de téléphone ici de la Polynésie française. Alors, il y a d'autres questions. Oui, il y a d'autres questions. Il faut que je retourne sur les questions. Alors, les questions. L'espace gestion. Alors, oui, j'ai entendu là le c'est bon. J'ai vu un truc espace gestion. Oui, c'est ça. Je suis actuellement sur la fiche d'un élève. J'ai la possibilité de faire des modifications pour la terminale alors que c'est impossible pour deux de ses camarades. Carole, tu me enverras un mail, je regarderai parce que c'est peut-être une situation particulière parce que normalement, tu ne peux pas modifier le bulletin de terminale. Donc, tu m'enverras le nom de l'élève. Alors, Atouna, c'est l'espace gestion. Alors, non, il n'y a rien. Ah oui, non, c'est pas l'espace gestion. C'est sur le site parcoursup.fr, le site accessible aux élèves. Alors, question. Avant le 604, les PP doivent saisir les appréciations, engagements, investissements sur la plateforme de l'établissement type école directe. Et avant le 1104, les appréciations transversales sur donc Parcoursup, c'est bien cela? Non. La totalité de la fiche à venir doit être saisie par les enseignants, professeurs principaux, chefs d'établissement avant le 11 avril. Le 6 avril, c'est la date limite de validation des vœux des élèves. 6 avril concerne les validations des vœux des élèves. La fiche à venir est indépendante de la validation des vœux des élèves. Ce sont les bulletins qui doivent être remontés au plus tôt le 31 mars pour que les élèves puissent valider avant le 6 avril leurs vœux. La fiche à venir peut venir après. Elle doit venir avant le 11 avril, quand même. Pour qu'ensuite, et là, ce n'est pas pour les élèves, c'est pour qu'ensuite les formations d'accueil puissent récupérer le dossier des élèves avec tous les éléments. D'autres questions? Sinon, on va vous laisser. On vous enverra, comme la dernière fois, à tous les lycées, on enverra le lien vers l'enregistrement, le PDF du diapo et le diaporama en diaporama. Donc, n'hésitez pas après à revenir vers vos chefs d'établissement éventuellement. Si vous êtes plusieurs enseignants ou personnel établissement à avoir des questions, n'hésitez pas à revenir vers la direction qui nous transmettra les questions auxquelles on pourra répondre. Merci. Écoutez, bonne continuation et puis à très bientôt en tout cas pour la 3e phase et puis par mail si on a des situations à échanger. Voilà. Bon courage à vous et à bientôt. À bientôt. N'hésitez pas à nous solliciter. Si vous êtes en difficulté, n'hésitez vraiment pas avant la date limite à nous solliciter parce que ça peut prendre du temps pour tout ce qui est remonté de notes et tout. Nana. Le 2 juin pour la 3e phase. Bon courage.